Ça y est, nous avons enfin une nouvelle appellation de Haki. Après le mantra sur Skypiea, Eiichiro Oda introduit le Ryo au pays de l'harmonie. Composé des kanji du courant et de la fleur de cerisier, la poésie japonaise continue à chaque chapitre. Après plus de 15 ans, le mangaka n'arrête pas de créer un monde plus complet que jamais, rendant définitivement l'arc de Wano Kuni le plus intéressant et le plus complexe de tout le manga. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamal Zero. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'analyse complète du chapitre 940 de One Piece, qui veut dire quoi? Plus que 944 chapitres avant le chapitre numéro 4. Oh Hein? Ma théorie. Nous voilà enfin dans la dizaine du chapitre 944. El Famoso pique-nique de Zoro. Oui. El Famoso jambon beurre de Zoro. Ça va être vraiment un moment très très fort pour la communauté, hein. On continue dans un arc de Wano Kuni plus complexe que jamais avec le chapitre 940 qui aujourd'hui ici présente énormément de sous-textes. Alors si vous n'avez pas tout compris, si vous avez besoin de plusieurs lectures, bah vous inquiétez pas, les reviews du Mon Corvo sont là. Parce qu'en ce moment, et l'acte 2 de Wano Kuni se présente vraiment comme quelque chose qui nécessite beaucoup plus de lecture. Et on comprend finalement que la sortie hebdomadaire de One Piece prend ici tout son sens, tant la première lecture n'est pas suffisante et qu'il faut un petit peu en discuter et tout ça. Et vous allez voir qu'on a vraiment de très grosses révélations dans cette review qui vous est faite. Suivez-nous jusqu'au bout pour apprendre plein de trucs sur Wano Kuni, ses personnages jusqu'au Haki et plein de bails extrêmement sombres. Voilà, il y a des théories qui se valident, il y a des théories qui se valident. Dans un premier temps, cela se fait par quand même El Famoso parti sur un voleur, une voleuse, Des voleurs, des voleuses. On va vous révéler des bails extrêmement sombres justement qui se déroulent dans les ruelles les plus sombres d'Ibizu, avant d'enchaîner tout de même sur El Famoso biceps du Haki et sur comment bien le contrôler, ce qu'on va appeler aujourd'hui le Ryo. La première partie de ce chapitre est totalement incroyable. Togashi serait là, il serait très fier d'Oda, il dirait oui, good, Oda, good. Pourquoi? Parce que simplement ici, Eiichiro Oda fait totalement l'inverse que ce que conseille bien la norme, les codes du genre, c'est-à-dire normalement quand on fait de la BD, hein, on montre, on ne dit pas. Et là Oda, il dit et il ne montre rien. Autant s'il montrait et s'il disait, ce serait sympa. Autant ce qu'il fait là, c'est uniquement dire et il ne montre Oda. Et cela, ça pousse énormément à la réflexion. Et comme on disait en introduction, eh bien, la lecture hebdomadaire de One Piece oblige le lecteur à se replonger dedans. Et tous ceux qui sont là en mode la première partie de truc, mais c'est nul, on comprend rien et puis ça ne dit rien. En réalité, c'est la plus riche et c'est absolument dingue tant elle révèle des choses. Juste, il faut un petit peu, eh bien, lire entre les lignes. Plus que jamais, One Piece a besoin de plusieurs lectures et du coup, on est un peu là pour ça. Et je sais pas si vous avez remarqué récemment, mais on se tue vraiment en ce moment au Mon Corvo pour vous apporter des analyses et puis des réflexions totalement exhaustives sur le chapitre pour que vous puissiez un petit peu observer toute la grandeur sous-jacente de One Piece et son potentiel un peu heuristique qui se cache dans les chapitres. Et voilà, souvent ça résulte sur des vidéos de 20 minutes qui sont longues, fastidieuses et avec des montages extrêmement chronophages. Et du coup, et ben voilà, si notre travail vous plaît, on le dit jamais, mais ce serait un grand plaisir si vous puissiez bien voilà, vous abonner, nous rejoindre au Mon Corvo. Nous, ça nous encourage beaucoup parce qu'on voit que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. C'est vraiment un grand plaisir et c'est l'occasion aussi un peu de vous remercier. Du coup, merci beaucoup parce que nous, à chaque fois, c'est vraiment beaucoup de travail pour pouvoir ne rien louper. Inspecteur Moscato qui est là et qui nous a rejoint récemment pour pouvoir un petit peu vous présenter en fait de manière totalement exhaustive ce que chaque chapitre de One Piece eh bien, vous présente chaque semaine. Et c'est un travail assez colossal. Et donc cette semaine on continue bien sûr avec le chapitre 940 qui nous dévoile des choses hyper intéressantes. Beaucoup de liens peuvent être faits et le premier, les amis, c'est bien celui entre Tonoyasu et Otoko. Il y a un mois, voilà ce que nous disions. Parce que le chapitre 938 ici nous dévoile quoi? Nous dévoile une Otoko qui vient sûrement du village des bisous parce qu'elle fait que rire aussi. Là-bas tout le monde rigole. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'elle vole aussi dans la capitale et qu'elle a volé, oui, de l'huile de crapaud. Est-ce que Oshimitsu et Otoko ne seraient pas liés? Est-ce qu'ils viendraient pas tous les deux des bisous? Et encore une fois, bien sûr, grâce au Haki du Turfu, c'est confirmé. Il y a bien un lien de parenté entre Otoko et ici Tonoyasu, père et fille. Mais le plus important, les amis, c'est que dans ce même chapitre-là, nous voyons que la corruption a vraiment pris place dans Wano Kuni et Komurasaki est donc une voleuse qui volait à des voleurs. Et là-dessus, le je hais les pauvres prend tout son sens. On a vraiment ici la poésie du personnage d'Eiichiro Oda qui montre que tout était prévu depuis le début. Le personnage a un bon fond et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on apprend aussi que Tonoyasu a vendu sa fille à la capitale et donc est devenue l'assistante de la grande Waharan Komurasaki. Écoutez bien ceci.
Depuis le début, nous voyons une Otoko qui est présentée comme une fille qui joue un peu de son identité, qui avec humour, qui fait que rigoler. Donc voilà, on avait déjà un peu la base d'ici qu'elle pouvait venir des bisous. Maintenant que c'est confirmé, on voit aujourd'hui qu'elle joue avec un peu son identité. Ushimitsu est présenté depuis le début comme un jeune garçon qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Et là, Eiichiro-Oda nous avait tout dévoilé en fait depuis le début. On a une petite fille qui dit « Arrêtez, je ne suis pas un garçon, haha !» D'autant plus que Otoko se présente tout le temps comme une jeune fille qui ne veut pas être un jeune garçon. Comme si elle essayait de se dédouaner vis-à-vis des personnages et des lecteurs qu'elle n'était pas ce jeune garçon dit Ishimitsu. Ushimitsu. Donc on avait la lecture qui était super sympa puisqu'en plus intra-textuel, eh bien c'était un clin d'œil à une mangaka qui avait déjà dessiné ce personnage en tant que chibi qui du coup souriait tout le temps. Et qui d'ailleurs était un garçon manqué. Et ça c'est assez... c'est dingue. Mais il y a encore mieux, Ushimitsu a forcément un complice et ce complice... c'est Kumurasaki. Les deux sont inséparables. On a vu qu'elle était prête à donner sa vie contre le shogun pour la petite Otoko. Et là, aujourd'hui, les deux sont toujours ensemble. C'est les premiers, en fait, acteurs de la rébellion. C'est elle qui volait aux riches pour donner ensuite à Ushimitsu que lui allait, distribuer partout jusqu'à Ibizu où Tonoyasu, à son tour, rend un peu à tout le monde. Ça fait rien de la chute de temps qu'on vous le dit. Théâtre des apparences, théâtre des mascarades, théâtre de tout ce que vous voulez, tout n'est que masque et les personnages, vous savez très bien au kabuki, les femmes sont jouées par des hommes et tout ça, c'est juste toutes des inversions genrées extrêmement fortes et du coup voilà quand on voyait je hais les pauvres et qu'en réalité elle disait une telle phrase alors que justement elle était en train d'aider les pauvres en parallèle, on comprend toute l'ironie du sort de Komurasaki et du coup dans l'équation vous allez me dire mais wait a minute, il y a Komurasaki, il y a Otoko di Ishimitsu, mais qu'est-ce que vous faites de Tonoyatsu, le Tono? Ce personnage fait directement, on avait dit un petit peu écho quand même à la Shinobu qui est aussi moche as fuck. Et alors ces personnages là qui sont présentés un petit peu comme les personnages qui eux n'ont pas subi le saut temporel. Et étant donné qu'au Japon vous le savez très bien, la ménopause elle est représentée chez les femmes et tout ça de manière extrêmement brutale. Mais ce qui était d'autant plus intéressant, eh bien c'est que du coup ce vieux là, El Famoso Tonoyatsu, c'est quelqu'un qui était là il y a 20 ans avant. Et du coup nous, ça nous tournait dans la tête dans la mesure où il connaît beaucoup trop les secrets de Wano Kuni, les secrets de la rébellion, il connaît tout, il connaît le signe, il a réussi à le décoder, il sait le jour de la guerre finale, il connaît également le nom de Kanjuro, c'est un rat, il est là, il était caché dans son tonneau. Cependant les amis, là où c'est très très fort, c'est que ce personnage est présenté comme une sorte, et bien encore une fois, inversion des masques et tout ça, comme une sorte de mâle geisha. C'est-à-dire qu'en gros c'est un personnage qui, en fait, eh bien, c'est un... en fait je sais pas quoi dire, c'est un geisha mâle, en fait. Mais un mec quoi. Voilà, c'est juste ça, et du coup ça c'était voilà, c'était très récurrent dans un Japon qui était un petit peu féodal, et ça moi ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un Japon qui était auparavant, et ça me rappelle Oden Kuzuki les amis, et forcément, là à mon avis, énorme théorie du turfu, ce personnage là, 20 ans auparavant, comme El Famoso Yogoro le Fleuri qui avait les biceps, comme El Famoso Shinobu qui était d'ordre ma foi fort sexe, et bien ce mec là était du coup un El Famoso Magnifico mâle geisha, il était beau, il était sexe, et du coup il faisait sa petite danse comme ça pour les nobles de Oden Kuzuki, et du coup je pense qu'il avait une relation étroite avec l'ancien seigneur, et là, franchement je trouve ça El Famoso magnifique, avec le temps il est devenu dégueulasse. Et pourquoi personne ne le connaît? Pourquoi est-ce que personne ne fait ah oui mais c'est ce personnage là? Et bien c'est que c'est justement le rôle d'une geisha, d'être totalement invisible, de pouvoir se faufiler dans la forêt, comme dirait El Famoso Robin qui était une geisha chez Orochi, une branche dans la forêt. A noter deux choses aussi pour finir, c'est quand même la première page qui s'ouvre sur une discussion entre Nami et Usopp qui rappelle beaucoup l'atmosphère un peu et l'ambiance pré-ellipse où on voyait vraiment l'ambiance beaucoup plus Mugiwara qui se charrie en fait tout simplement, et là il y avait un humour vraiment des deux plus gros lâches de l'équipage, c'était marrant, il manquait plus que Chopper en fait pour compléter le trio, ils et se mettent bien, on a envie d'être ensemble sur eux sur le banc là comme ça. Ça faisait voilà une très bonne ambiance et c'était pas nécessaire qu'Oda fasse ça, mais il l'a fait, ça montre qu'il y a une petite volonté. Encore une fois, c'est, vous voyez, malgré les lectures sous-jacentes qui sont extrêmement intéressantes, qu'il ne faut pas négliger, il y a quand même cet aspect de Kara building et tout ça, de développement de caractère vraiment super cool. Comme les précédents chapitres, le 940 est aussi divisé en deux et la deuxième partie c'est la prison. Ici on continue à voir Luffy qui essaie de s'entraîner à choper le haki qui est appelé le Ryuo ici, comme le mantra donc sur Skypiea. Ça tourne un peu en rond, je trouve. On a vraiment une construction de Wano Kuni, petit à petit, c'est du Eiichiro-Oda, mais là, OMG, ça prend tellement son temps en fait, et le plus incroyable encore, là, vraiment le plus incroyable, c'est qu'il continue d'ouvrir des portes avec ici, et ben,
Mais le plus dingue encore, c'est que Ichiro-Oda continue d'ouvrir des portes avec Yogoro le Fleuri, qui n'est pas juste le chef des Yakuza, qui est le boss des Yakuza. Et en fait, il y avait des chefs en dessous de lui, de chaque région de Wano. Et donc, encore une fois, on a 4 silhouettes à découvrir. Alors que l'arc s'était déjà entamé sur 4 silhouettes à découvrir. En fait, ça rend fou. Tellement, en fait, je sais pas si c'est une bonne chose vraiment d'arriver à présenter autant de personnages. Est-ce qu'il arrivera à les faire, à leur rendre tous hommage? Parce que là, commence à faire vraiment beaucoup. Et là, maintenant, surtout Kawamatsu. On a vraiment le cas de Kawamatsu qui est là dans une prison. Kawamatsu, c'est vraiment la métonymie de Wano Kuni, dans le sens où c'est vraiment le personnage qui est là depuis le début et qui, du coup, n'avance en rien. Le haki continue, Luffy continue de s'entraîner et on a des petites informations sur, quand même, je dois massacrer les empereurs. Mais parmi les empereurs, il y a Shanks. Les intrigues de Wano, moi, je les vois vraiment comme ça. Vous voyez, je le vois vraiment qu'en fait, elles sont toutes en train d'exploser. C'est-à-dire que vraiment... c'est pas possible en fait de tout. Vous voyez le bouchon de champagne là qui est vraiment à 2 doigts de faire pop comme ça, de partir. Et ben là on est vraiment tous à 2 doigts et j'ai l'impression que toutes vont exploser en même temps. On va voir en réalité tout ce que Kawamatsu renferme, on va voir ce que tout Zoro renferme, on va voir ce que tout Komurasaki, Otoko, tout le Tono mort, tout le monde. Il y a beaucoup trop de trucs et à mon avis ça va. Je pense qu'Oda il est vraiment en train de faire comme un volcan qui bouillonne pour ensuite tout nous balancer à la gueule. Parce qu'on a l'eau qui s'en va, on a Kid qui est parti aussi, tout ça on sait pas où est-ce que... Et pourtant l'atmosphère est beaucoup trop calme, beaucoup trop simple dans la mesure où ça y est, le plan a échoué, c'est officiel, l'eau se casse, il n'en peut plus, c'est totalement legit dans la mesure où l'eau, ça y est, il a eu tous les flashbacks du Vietnam possible, on se demandait combien de temps il allait tenir, là il arrive, c'est bon, je pars, c'est fini. Du coup vraiment, l'eau il part chercher son Nakama. Il a pas tenu. Et ce qui est vraiment très intéressant, est-ce que vous la voyez, la venue un petit peu jeu vidéo de Udon et sa libération, avec les 4 chefs qui se présentent et forcément les 4 chefs à récupérer dans la prison. Et étrangement dans ce chapitre, comme de par hasard, nous avons Yogoro le Fleuri qui nous présente que la prison est constituée sous 4 carrières. Fois de moi que dans une carrière il y a un chef à libérer, c'est sûr, et que du coup il faut prendre avec lui son armée, et à la fin ils sortiront de la prison comme ça. Yata Desne. Et c'est ça qui est aussi un peu étrange. Est-ce que vraiment le parallélisme se complète totalement avec Impel Down et ici Udon, où il y a une rébellion qui va se créer dans la prison? Parce que c'était ça, Luffy il a pénétré Impel Down, mais c'était pas juste pour sortir tout seul, il est sorti avec toute la prison le mec. Donc aujourd'hui est-ce que vraiment l'histoire se répète encore? Et moi personnellement je trouverais ça assez décevant en fait de savoir que aujourd'hui Luffy il arrive carrément à détruire la politique d'un pays en étant dedans, en étant au plus profond du machin. Il arrive en fait à tout. Ça veut dire en fait à quel point ça montre, ce qui est beau aussi, qu'il est invincible, qu'il ne peut pas perdre, que le destin est avec lui, que le Di est avec lui, et que donc quoi qu'il fasse, le mec arrivera toujours à ses fins. Là il est dans la pire des situations, il avait des menottes sur lui, un Great Marin, il ne pouvait rien faire, il est au fond du fond. Et pourtant, il va finir par casser la gueule de Kaido. Yogoro le pépé fleuri est vraiment beaucoup trop stylé. Quand même, il apporte énormément d'affect dans la mesure où quand même c'est un personnage qui, s'il avait clamsé il y a 2-3 jours, il n'aurait jamais compris en réalité que toute la rébellion existe bien depuis 20 ans et que lui qui est devenu également tout rabougri comme Tonoyatsu et tout ça, c'est des personnages qui au final ont tant attendu ce moment vraiment salvateur et ça arrive, on surtout en est là. Caribou, je veux dire, il a attendu ça tellement pendant longtemps. Non mais il y a un truc hyper intéressant sur Caribou, c'est quand même depuis la fin de l'arc de Whole Cake et la El Famoso, mais oui, Luffy, tu vois très bien clair dans les gens et tout. Là, ici, Luffy a tout de suite dit, ouais, t'as changé. Et pourtant, on a un Caribou qui répond, mais comment il peut être aussi con? J'ai pas du tout changé. Ah, voilà, Caribou, que Caribou il va se la jouer César Clown. César Clown, mais surtout invasion du palais Hunter x Hunter. Il suffit juste que ce soit lui qui se pointe au milieu d'Onigashima, vous savez, juste à côté de l'escalier comme ça. C'est ça. Et voilà, il ouvre comme ça toute sa boue et toute l'armée. Concernant Caribou, il est à noter que sa barbichette pourrait lui porter préjudice dans l'arc de Wano, car représentant parfaitement un croissant de lune, symbole de la révolution, exactement comme celle sur le front de Raizo. Sans qu'il soit bien sûr un Kuzuki, Oda avait peut-être prévu de créer un quiproquo avec ce personnage en le faisant revenir sur Wano. On a peut-être ici un foreshadowing vieux de plus de 8 ans. Malgré lui, Caribou serait obligé de rejoindre la rébellion et combattre aux côtés de Luffy. Big Mom arrive et voilà, je sais même pas quoi dire dessus. Je sais même pas quoi dire parce que ça fait 10 chapitres qu'on attend qu'elle arrive. C'est tellement long, au bout d'un moment le prochain chapitre il va s'arrêter avec Big Mom qui est en train d'entrer dans la prison. Le 942 il va se terminer avec Big Mom qui va s'arrêter devant Queen. Le 943 il va s'arrêter, Big Mom et Queen qui mangent des nouilles. Je vais péter les plombs. Au bout d'un moment, Big Mom, fais un truc de ta vie, s'il te plaît, fais un truc. Et
il y a deux scénarios possibles. Ou ils sont potes avec Luffy, parce qu'en soi ils ont un peu le même tempérament. Ou bien, chose intéressante, c'est que Luffy qui s'entraîne comme ça tout le temps avec ses biceps là, le haki du biceps, le premier coup qu'il arrive à donner à distance avec le haki de l'armement éveillé du turfu, ce serait sur Big Mom. C'est-à-dire qu'il arrive comme ça, il fait j'y arrive pas, et Big Mom, et du coup, Big Mom se prend le coup, elle retrouve la mémoire et elle a envie de violer Luffy. Cela étant dit, les amis, ce qui peut vraiment être très intéressant, c'est que, voilà, pour vous apporter un petit peu tout de manière exhaustive, le 942 chapitre signera la fin du tome de One Piece qui arrive et qui, du coup, bah, on peut espérer une sorte de fin d'acte numéro 2 également pour cette fin de tome et que après 943, 944, le jambon beurre les baille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Kitaro et c'était Kamaltero. Ciao ciao. Ciao.